Bonjour Gaspard. Bonjour Charles-Louise. Bienvenue chez moi. Bah oui. J'adore dire ça, mais surtout bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Écoute, pour toutes les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Ok, alors moi je suis créateur de vidéos, des vidéos qui parlent d'actualité sur YouTube, Insta, des grands sujets d'actualité, j'aime bien. Je fais des trucs aussi un peu sur Instagram, en podcast, je m'essaye à tout ça. J'ai ma boîte de création de vidéos autour de l'actu, justement. On fait aussi un peu de prod à côté pour aider des boîtes qui essayent de se rajeunir un petit peu sur les réseaux sociaux. Et puis, j'écris aussi mon premier essai qui devrait sortir en octobre prochain sur les grands enjeux du numérique. Pour le moment, ça parle de ça. Voilà. Ok, génial. Bah écoute, présentation très complète. Ouais, j'ai essayé de bien me caler au code parce que... Ouais, mais c'est dur hein, de se présenter rapidement avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et parfois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de savoir ce que font les gens? Tu vois, parce que moi, je suis la première à ne pas trop aimer l'étiquette. Ouais. C'est un peu ce truc, on veut te coller, on veut absolument te situer, tu vois. Et d'un autre côté, c'est humain. Tu vois, il y a un côté où moi aussi, bah, tu vois, quand je rencontre des gens, t'es là, bah, toi, tu fais quoi dans la vie? Et quand ils sont pas assez précis, t'es là, t'as pas ce que tu veux, tu vois. Moi, j'ai un mec que je connais qui commence toujours par ça. Il fait « Mais t'es qui ?» Et juste, c'est hyper violent comme question. C'est hyper cru en soirée. Et ça choque pas mal de gens, mais au moins, tu vois, ça fait le tour. Puis en fait, tu vois rapidement ceux qui sont très à l'aise. Ouais. Parfois, les porteurs de projets, les start-upers, les youtubeurs, les créateurs, les machins, qui savent très très bien se pitcher. Et d'autres qui sont plus en mode genre Bah en fait moi ce que j'aime bien avec Techie, et c'est un peu pour ça moi je précise toujours, présentez-vous de la façon dont vous le voulez, c'est que tu vois bah en soi ce que t'as dit est hyper représentatif de qui tu es, mais vraiment très professionnellement parlant, tu vois. Tu m'as pas dit j'adore faire du vélo et ma passion c'est tu vois je sais pas la cuisine romaine. C'est de la merde. En vrai, tu vois, j'ai un challenge pour toi qui est le suivant. C'est qu'il y a un humoriste américain que j'adore qui me dit qu'à partir du moment où ta passion devient ton boulot, tu n'as plus de passion et du coup tu dois retrouver des loisirs. Et là moi je suis vraiment dans cette période-là où je ne saurais pas me définir autrement que par le taf, parce que ça fait 6 mois que je vis de mon truc et je me recherche des passions. Donc si vous avez des idées, DM Gaspard G. Non mais c'est vrai, je me recherche des passions. Après, c'est pas pour remettre en question ce qu'a dit ce monsieur, mais bon, il est humoriste. Est-ce que c'était pas sur le ton de l'humour, tu vois? Non, mais il y a un côté un peu. C'était repris après par Navo, qui est un co-auteur de stand-up pas mal en France qui tourne. Et j'ai trouvé ça assez juste parce que justement là, du coup, moi, j'essaye de me remettre un peu à la lecture, mais tranquillement, tu vois. Et ça prend pas, je vais essayer de me remettre au sport bientôt. Mais faut tout essayer. En fait, je sais pas, moi je suis pas hyper d'accord parce que je, pour le coup, vis de ce que j'aime faire depuis 2-3 ans maintenant et j'aime toujours autant ça. Et en fait, c'est juste que j'ai des loisirs, tu vois. Mais je vois pas moins mon travail comme une passion parce que c'est mon travail. Franchement, non. Moi j'appartiens peut-être à la catégorie qui fait pas la dichotomie entre les deux. Mais c'est parce que, en fait, quand ta passion devient ton travail, ta passion évolue. Et aujourd'hui, tu n'es plus simplement vidéaste, tu es chef d'entreprise sur différents projets. Tu vois, entreprise pas au sens capitalistique, mais très américain. Tu vois, chef de ton activité avec différents pôles. Et à certains moments, bah, tu te retrouves à faire des trucs comme moi, là, je fais du recrutement de temps en temps, de la finance, je gère ma compta. C'est chiant, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Et ça fait toujours partie, c'est l'évolution naturelle de mon activité hobby qui est devenue... Bon, alors qu'en plus, moi, la vidéo n'était pas une passion. Et ça que aussi, je trouve le terme de passion est un peu galvaudé. Il y a un peu ce mythe de trouve ce qui te fait vibrer. Et genre, si t'es passionné par la cuisine, tu dois devenir chef, cuisinier, tu vois. Moi, perso, j'ai jamais eu genre une passion. J'ai toujours adoré lire. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. Donc au final, le partage et ce que je fais aujourd'hui... touche à ça et il s'avère que les réseaux sociaux font que bah, tu dois toucher à la vidéo, à l'image, etc. Mais j'ai jamais été cette meuf de moi ma passion dans la vie c'est ça, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt, et ça c'est un truc, bah TMTC, j'écris aussi mon livre et pour le coup, qui est aussi une forme d'essai, mais où j'essaye vraiment aussi de montrer dans le processus de déconstruction à tout point de vue que au-delà du stress qu'on s'impose de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, moi vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien, au jour le jour, c'est quoi? C'est au jour le jour. Et pour le coup, ça, je sais pas si toi tu sais, parce qu'on en avait peut-être parlé un peu rapidement, mais en 3e année, j'étais allée à Berkeley, j'avais fait un programme entrepreneurial.
Et j'ai déchanté. C'est-à-dire j'étais persuadée en 2A que je voulais être entrepreneur, j'en avais rencontré plein, ça me faisait rêver. Et quand j'ai vu le quotidien de l'entrepreneur au sens américain du terme, start-upper, go big or go home, mais c'est pas du tout mon kiff en fait. Où vraiment tu en viens à tout sacrifier for the sake of growing. Désolé pour les anglicismes, là va pas falloir vraiment m'énerver parce qu'en plus je suis face à un... Enfin, t'es pas franco-américain mais t'es au Canada, tu baignes un peu là-dedans, donc je sens qu'on va donner un peu dans le jargon. Mais donc voilà, je trouve qu'il y a un côté donc très angoissant à la vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est très genre croissance. Alors qu'en fait, moi j'ai réalisé que j'aimais avant tout créer, que j'étais plus genre, enfin pas une artiste, mais en tout cas quelqu'un plus de créatif que de business oriented, que de, tu vois. Et donc ça m'a vachement rassurée après cette période de stress de ok, alors en fait je sais plus tout ce que je veux faire dans la vie et j'avais orienté tout mon projet professionnel par rapport à ça, que faire. Où en fait t'en viens à un truc où bon bah écoute, t'aimes écrire, t'aimes lire, t'aimes partager, partage, essaie de faire entendre ta voix, continue à développer des projets qui te tiennent à cœur et on verra où ça te mène quoi. Mais tu vois, du coup pour nuancer ce que je disais, je suis d'accord avec toi. Moi aujourd'hui j'essaye vraiment d'avoir sur mon projet toujours la plus-value, là où déjà je me sens le meilleur. Ouais. En général, là où tu es le meilleur, c'est là où tu apportes quelque chose, ouais. Et du coup là-dessus, moi aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir sur mon projet plus une empreinte de directeur éditorial / artistique, qui est en fait un métier que j'aurais pu faire pour une autre boîte et que je ferais peut-être un jour pour une autre boîte si mon projet se casse la gueule. Mais du coup, il y a vraiment cette patte créative, comme tu disais bien. Et c'est vrai que un moment, je vais réussir à déléguer cette compta, etc. à quelqu'un. Comme j'imagine, toi, dans ton équipe proche, il doit y avoir quelqu'un qui peut t'aider là-dessus. C'est la catastrophe, personne s'en occupe. Ah, ok. Il y a un moment où, en effet, il faudra recruter quelqu'un parce que c'est typique, vraiment, je crois que je l'ai déjà dit en plus sur ce podcast, genre j'ai tu as des lettres là-bas que je ne n'ouvre pas. Ah oui, non, c'est effrayant. Je n'ouvre pas. En fait, je fais l'autruche, mais à un moment, je m'en occuperai. Parce qu'en effet, il faut savoir, pour ne pas drainer son énergie, essayer de s'entourer sur les points qu'on aime moins. C'est clair. Bon, tout ça fait très, je trouve, discours, trop cool, et ils ont trouvé ce qu'ils aimaient faire, la chance et tout. Est-ce que, je crois en plus, parce que même quand on s'est vu il y a quelques mois, c'était pas du tout aussi smooth et naturel pour toi. Ouais, en fait, c'était quoi pour toi, peut-être il y a 5 ans et puis il y a 1 an, tes projets, parce que en fait, c'est souvent beaucoup plus complexe quand même qu'on ne le croit d'arriver à ce moment un peu genre, je crois que j'ai trouvé là où je suis bien. C'est clair. Il y a 5 ans, on est en 2016-2015, on va dire. Allez, je vais prendre 2015, ça sera plus simple. C'est le bac. C'était l'année avant mon bac. J'étais aux États-Unis et je démarrais ma chaîne YouTube à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait 1 an dans un bahut américain, dans un échange. En fait, je suis allé dans une famille d'accueil américaine. Et ça a été, en fait, j'étais dans un lycée public américain. Et c'était très simple. C'est pas genre juste un mythe, etc. Enfin, alors, les très bons lycées américains sont carrément durs. Mais les lycées moyens américains sont quand même beaucoup plus simples que les lycées moyens français. Du coup, j'avais beaucoup de temps libre. Et j'ai développé cette chaîne YouTube. Et donc, c'était vraiment juste un hobby. Et je fantasmer un jour le fait de pouvoir en vivre et de créer un petit peu et d'en faire mon activité. Et puis ouais, c'est ça. Du coup, et il y a 1 an, si on fait la comparaison, je suis en plein confinement à Montréal parce qu'après, je suis parti à Montréal et c'est période de noir total, genre rien. Parce que toi, je sais pas comment tu as vécu ce confinement, mais t'as fait cette année de césure, si je dis pas qu'un. Ouais, alors l'année dernière, j'étais en césure. Ouais, t'as raison. C'est mieux que moi. T'as eu une respiration, tu vois ce que je veux dire, sur ton. Ouais. T'as pu comprendre un petit peu ce que ça voulait dire, bosser pour toi. Oui, carrément. Et moi, j'avais pas du tout ça, quoi. J'avais aucune visibilité sur ce que je voulais faire, sur machin. Parce que moi, j'ai enchaîné non-stop 4 ans d'études à Montréal et j'étais sur la fin de ça. Et c'était pas évident parce que c'était vraiment la période de confinement dure. Et putain, 1 an après, j'ai l'impression que... Alors, c'est très contextuel aussi à la période, mais que tout s'est un peu éclairci, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de cette période de noir ? J'ai bougé. En fait, je savais que... C'est con, hein, c'est pas forcément un conseil qui s'appliquera à tout le monde, mais moi, quand je suis inconfortable dans une période de ma vie et je suis vraiment très, très malheureux, je fuis. Mais la fuite, c'est OK. Faut pas se dire que la fuite va résoudre des problèmes. La fuite ne résout rien en fond. Par contre, elle permet de faire une respiration et de prendre du recul sur les choses. J'ai fui quand je suis parti aux États-Unis. C'était aussi une fuite, tu vois. Moi, j'ai grandi dans le nord de la France, campagne, 200 habitants, chiant. Enfin, vraiment. 200 habitants. Ouais, vraiment. C'était lourd. Bonne campagne.
qui va très bien à certaines personnes, et j'ai découvert des gens formidables là-bas, etc. Et le début de ma vie, c'est ça. Je me faisais un peu harceler à l'école, c'était un peu compliqué. Ça n'allait pas mieux, j'avais une réputation horrible du mec qui se fait bully et tout, enfin c'est chiant. Du coup, fuite, je pars là-bas et j'y suis jamais retourné en fait, fun fact. Mais, et à chaque fois qu'il y a un truc, et j'ai appris tellement de choses dans cette... c'est plus un voyage, ça s'est transformé en voyage initiatique, mais j'ai appris plein de choses et puis après, tu construis des trucs. Mais du coup, Montréal, c'était pareil, genre 4 ans, 5 ans après, je m'y retrouvais plus, alors que c'était un vrai Eldorado pour moi au départ. J'ai fait, vas-y, j'ai toujours eu envie de partir à Paris. J'ai pas de projet, je sais pas ce que je vais y faire. Je vais trouver un appartement à Paris. Déjà, ça a été ma quête pendant 2 mois. Ouais. et ensuite, je verrai. Ok, franchement, c'est cool, je trouve, en fait, tu y vas et puis tu réfléchis après. Et c'est pas le meilleur conseil. En fait, comme quoi, ça dépend vraiment des gens, quoi. Moi, je sais que c'est vrai que ça me rassure vachement de planifier, d'organiser. Mais bon, du coup, comme ça se passe pas comme quand ça se passe pas, comme quand j'imagine, c'est hyper angoissant. Alors qu'au moins, quand tu t'attends à rien, tu peux juste prendre ce qui vient, quoi. Mais au moins, ça te permet aussi d'être dans l'action, quoi. Tu vois, de pas être trop dans la réflexion. Et au final, c'est ce qui fait souvent que les gens ne font rien. Parce que tu peux rester dans ta tête 40 ans à rêver ton voyage ou ton arrivée à Paris. Mais tu vois, là-dessus, je crois qu'il y a 2 trucs à retenir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de retenir 2 choses. Un, c'est que j'ai des copains qui, au contraire, réfléchissent beaucoup, voire trop. Et cette réflexion devient, comme tu le disais, paralysante. Et en fait, par moments, ça peut être un stop net, et c'est dommage. Et dans l'autre sens, par contre, la crainte des profils un peu plus comme moi, des fonceurs qui se mettent un peu de délire parfois, il faut faire attention à apprendre de certains échecs que naturellement on va faire. Et si tu n'apprends rien de cette expérience-là, t'en ressors absolument pas grandi et il n'y a rien, tu vois. Et j'ai aussi des gens dans mon entourage, des gros fonceurs. En fait, ils foncent constamment et à chaque fois, ils retiennent pas le truc. Donc, je pense que c'est une question de maturité aussi. Mais Ouais, c'est vrai. Justement, est-ce que peut-être tu peux nous parler de leçons que tu aurais apprises de par ton parcours qui permettrait en fait, d'illustrer ce qu'on est en train de dire et que en fait, t'as pris le temps de réfléchir à chaque situation pour ensuite en pouvoir tirer le meilleur? Écoute, oui, il y a 2-3... En fait, déjà, j'allais partir sur quelque chose de très start-up en réfléchissant à ta question. Et en fait, je me suis dit, vas-y, non, on va parler d'humain parce que c'est vraiment ça, en fait, in fine, même sur n'importe quelle aventure entrepreneuriale, créative, peu importe, tu fais un film. C'est pareil, c'est l'humain derrière. Déjà, il y a un système de valeurs. Moi, c'est une question que je me posais très peu à un moment. Moi-même, peut-être j'ai fait des trucs... à certains moments, je sais pas, j'ai dû faire une collab avec une marque qui était en fait très moyenne. Un truc avec un pote, je me mettais pas à la place de l'autre parce que manque d'empathie de ma part, parce que jeune et con. Se poser la question des valeurs avec les gens avec lesquels tu bosses. Et récemment, j'ai procédé à un recrutement et peut-être j'irai pas ça dans 6 mois. Et j'ai du coup recruté 6 personnes au total dans ma team. Et je me faisais le constat ce midi, justement, j'ai bouffé seul un petit peu pour prendre du recul, tu vois. Et je suis putain, mais en fait, je suis hyper content parce que chacune de ces personnes partage exactement mon système de valeurs. Et ce qui est le plus important, c'est ça. C'est l'humain. Parce que si une personne est pas bonne ou manque de formation ou d'expertise dans un truc, au pire, tu la formes, c'est pas grave, il y a un truc. Si une personne manque d'un truc, etc., c'est bon. Mais au niveau en fait, l'échelle de valeur, c'est quelque chose que tu pourras pas remplacer ou qui est très, très difficilement remplaçable chez une personne. Et même moi, de mon côté, tu vois, c'était de me construire, c'était vraiment le challenge, je veux dire, de mes 18 à 22 piges. C'est pas de terminer mes cours, c'était pas de lancer tel ou tel projet entrepreneurial. In fine, c'était vraiment construire progressivement qu'est-ce qui me fait bouger, qu'est-ce qui me rend inconfortable avec certaines personnes. Ok. Et quand est-ce que tu as pris conscience de ça? Parce que moi, j'ai pas du tout conscience, par exemple, que de mes 18 à 22-23 ans, j'ai cherché à construire mon système de valeurs. Enfin, tu vois, ça s'est fait hyper naturellement. Ouais. Non, mais tu cherches pas. Ouais, non, toi, ça n'a pas été une volonté? Ok. Pas du tout. Je me suis pris des claques en amour, en amitié, en association pour des projets, etc. Ouais. Vraiment, j'ai des exemples à chaque fois, tu vois, des personnes, typiquement une relation amoureuse, si tu cours constamment après l'autre et que la personne juste veut pas que tu rentres dans sa vie, bon, bah, peut-être c'est pas le bon choix. En amitié, pareil, si jamais t'as besoin de quelqu'un et la dite personne n'est pas là pour toi ou elle est là que dans les bons moments, c'est pas ça être ami. Être ami, c'est plus que ça. Moi, c'est des exemples, tu vois, très concrets de ce qui m'est arrivé. Donc, je pointe du doigt, voilà, deux exemples différents. Mais ouais, c'est des claques que tu te prends dans la vie.
t'es en batte pendant 2 mois, ou parfois 6 mois. Enfin, moi, des fois, ça dure des mois. Et je fais, OK, qu'est-ce que j'en retiens de ce truc ? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est ça aussi que même moi, j'essaie d'accepter, notamment dans aussi les projets et la vie professionnelle, c'est que il y a un côté où on a tous envie de savoir tout de suite. Et même, tu vois, la plupart des podcasts, mais que je suis la première à écouter, qui donnent des conseils sur la construction de sa boîte, de son projet. Tu vois, je me dis, cool, je vais pouvoir apprendre par procuration et du coup, peut-être moins faire d'erreurs. Tu sais, moi, c'est un peu genre la peur de faire des erreurs, de se tromper, de se prendre des claques. Et alors qu'en fait, c'est en t'en prenant que t'apprends. Et ça, c'est cool parce que je me rends compte que c'est de plus en plus... Enfin, en tout cas, on en parle de plus en plus. Mais je me rends quand même compte aussi que c'est très différent d'une personne à l'autre. Et moi, c'est un truc sur lequel je travaille. Et j'ai une de mes très bonnes amies qui, à un moment, m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Et elle m'a dit, mais attends, mais Louise, c'est grave cool les échecs. Genre, moi, si jamais j'avais pas eu d'échecs, j'aurais pas appris ci, j'aurais pas appris ça. Et là, c'est ma pote Lucie Lebrun, pour celles qui la connaissent, tu vois, qui est chanteuse et qui. Et vraiment, j'étais là, mais meuf, comment t'arrives à dire j'aime les échecs ? Et vraiment, elle était hyper sincère. En fait, t'aimes les échecs. Hyper admirative. T'aimes les échecs, je crois, 6 mois après, tu vois. Oui. Sur le moment, ça fait mal, et c'est normal. Ouais. Et après, tu fais putain, mais en fait, j'ai grandi de ça. Ouais, non, mais comme quoi, c'est un état d'esprit qu'on arrive à prendre. Est-ce que, comme t'as quand même vécu pas mal outre-mer, t'as pris... On dit outre-mer, tiens. On dit outre-mer quand c'est... Ah non, j'avoue, pas du tout. J'allais dire outre-Atlantique. Ouais, c'est plutôt. ça. Ouais, désolé. Non, c'est... je crois que j'écoutais un podcast où il parlait des départements d'outre-mer ce matin. Ça m'est resté. Mais donc, t'as vécu outre-Atlantique et on sait que les mentalités sont très différentes. Ouais. Est-ce que t'as pris du recul par rapport à ça ? Et tu as réussi à identifier peut-être ce que tu avais pris de, tu vois, la mentalité plus européenne ou française, et plus de la mentalité américaine. Ah mais c'est énorme parce que c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi très récemment. Et je comprenais pas ce mal-être justement que j'avais parfois un peu au Canada et la raison pour laquelle j'ai voulu retourner en France parce que j'y ai vécu quand même 6 ans au total. Et l'une des choses qui, moi, ne me plaisait pas, mais qui peut plaire à énormément de personnes, et c'est pour ça que j'ai la moitié de mes potes qui sont restés là-bas, et la moitié de mes potes qui sont passés à Montréal faire leurs études, et qui sont repartis ensuite. Et c'est la vision, notamment l'une des grosses visions, c'est la vision du consensus. Au Canada et en Amérique du Nord, ce qui prime, et notamment avec la culture de l'éveil, donc la culture woke, c'est le consensus. Pour moi, woke, c'est pas du tout une insulte, c'est juste une manière de vivre et une manière d'appréhender certains sujets. Et le débat au Canada et dans mon université n'existait pas. Il n'existe pas parce que le but, et particulièrement au Québec, le but, c'est que tout le monde en ressort heureux. Même les Québécois en sont conscients et se vannent par rapport à ça. Alors qu'en France, la culture latine, on peut avoir un putain de débat, se foutre sur la gueule et puis à la fin se dire bon bah vas-y j'accepte ce désaccord, etc. Et tu regardes un débat de politique américaine ou un débat de politique canadienne versus en France, ils trouvent que Mélenchon est un putain d'allumé parce que c'est un grand malade, il envoie des punchs, etc. Mais moi notamment, c'est cette vraie vision-là, moi qui adore la parole, qui aime le débat, la discussion, la conversation. C'est quelque chose qui m'a gêné là-bas. Et à contrario, je pense que ce que j'en ai retenu de mon expérience aux États-Unis et au Canada, c'est vraiment mon efficacité dans la manière dont je taffe. Je suis quelqu'un de très tac, 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 tac. Mais je sais que toi aussi, on est franc du collier, tu vois. C'est vraiment une expression de quarantenaire. J'adore, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Bon, peut-être parfois même un peu trop, et pas mettre assez de forme, mais au moins, il y a ce truc où... je sais même pas Done si is c'est better vraiment... than perfect. Ouais, quoi. voilà, genre... et même avec mes collaborateurs et collaboratrices, j'essaye de parler un peu plus... de mettre un peu plus de forme. Parfois, je me force parce que je sais que c'est une vision qui peut un peu déranger. Ouais. Mais aux US, moi, on m'a appris à être genre tac, 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 go straight to the point, tu vois. Genre, va pas brider, etc. Broder autour de broder. Alors que c'est marrant, mais eux, alors je me rends pas compte dans le monde du travail, mais pour le coup, dans la vie personnelle, ils sont quand même plein de diplomatie, tu vois. Ils n'arrivent pas à appliquer ça dans le travail, du coup. Bah, oui, non, ils prennent moins de pincettes. Ouais, alors je suis d'accord, on peut être... Il y a deux manières de voir le truc. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est... On te dira jamais, et encore une fois, dans le sens du poil. Tu vois. Genre consensus, jamais de la vie. Louise, tu me présentes
ta marque, je suis un VC américain, même si j'ai pas envie d'investir un copec dedans, je vais te dire great, that was perfect, thank you, amazing. Tu vois, on se parle la semaine prochaine. Hypocrisie de ouf. Juste parce que le mec, alors que et tu parlais d'entrepreneuriat un peu avant, je sais pas si tu connais Jean de la Roche-Brochard. Oui. Du coup que moi j'adore, et qui est un entrepreneur mais surtout un VC français, qui est le bras droit, enfin la tête chercheuse un peu de start-up de Xavier Niel, qui est, alors depuis quelques temps ça va, mais qui a été hyper longtemps ultra incisif, et qui osait pas, qui osait dire à un entrepreneur, écoute mec, là, écoute meuf, là ce que tu fais c'est pas bien, pour telle raison. Et moi je trouve ça tellement plus constructif que de dire genre qu'est-ce que t'en retiens, tu vas d'un rendez-vous avec un VC américain, rien. Ouais, c'est clair. Le mec il t'a dit bon. Ouais. Et puis après, c'est la capacité à se remettre en question, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est réparti de manière inégale, je trouve. Bon, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la forme. Moi, j'essaie toujours, tu vois, dans les critiques qu'on peut m'adresser, Bon, première réaction assez naturelle, et pourtant, je suis pas quelqu'un de susceptible, tu vois. Première réaction naturelle, c'est d'être blessé. Genre... Et en fait, maintenant, j'essaie de faire la différence entre, celles et ceux qui, en fait, juste... Enfin, j'allais dire, me comprennent pas, mais en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, dans tous les cas, ça leur parlera pas ce que je fais. Et ceux qui apprécient mon contenu et qui voilà, veulent vraiment me faire des remarques constructives, et même si c'est pas agréable à entendre, faut savoir les entendre. Et j'essaye de plus en plus, je sais pas si toi tu y arrives, à ne pas remettre en question ma personne parce que mon contenu n'a pas plu. Et comme ce qu'on fait est très lié à notre personne, moi, je sais qu'à chaque fois qu'on va critiquer un contenu que j'ai fait, j'ai l'impression qu'on me critique moi. Et du coup, ça me fait de la peine. Et j'essaye de plus en plus, de part aussi des discussions avec des personnes, de me dire, mais attends, Louis, ce n'est pas toi qu'on remet en question, c'est là, ce contenu serait... Voilà, et bon, voilà, j'essaie vraiment de faire la part des choses, parce que aussi, ce qui est difficile, c'est que comme sur YouTube, notamment, tout le monde donne son avis, les gens attendent aussi que ça soit plus fait comme eux, ils auraient aimé. Et d'un côté, je me dis, ouais, mais les gars, il y a aussi ma façon de faire. Donc c'est très dur de trouver l'équilibre entre, j'ai une façon de faire, et il y a quand même un axe de progression, et je peux entendre des critiques, quoi. Mais tu vois... Justement là-dessus, on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a peut-être quelques mois, je t'avais raconté une anecdote, mais je ne sais pas si je peux juste la rebriefer 2 secondes, mais qui, je trouve, a beaucoup d'écho aussi avec quelque chose que toi tu avais vécu, et on en avait parlé ensemble, qui est, récemment, moi j'avais fait une vidéo sur la détresse étudiante, où je prenais la parole, etc., et c'était quelque chose juste... pour conscientiser le fait que la jeunesse française actuellement n'allait pas bien en période de confinement. C'était fin janvier, début février. Suite à ça, j'ai reçu une invitation chez Ruquier sur France 2. J'y suis allé et je me suis retrouvé face à Jean-Luc Mélenchon. Qu'on n'aime pas, peu importe, c'est un candidat politique. Moi, je respecte absolument ça. Sauf que derrière, moi j'ai pris une armée de haters alors que je m'étais absolument pas opposé à lui en plateau. Simplement... La prod a été un peu malhonnête, m'a invité un peu en mode invité politique, et lui c'était le grand invité politique, et il voulait me mettre un peu en détracteur. Ils se sont dit, le mec a fait HEC Montréal, c'est l'anti-mélenchoniste par excellence, on va le mettre en opposition. Moi je rentre pas dans le truc, lui non plus, donc on rentre pas dans l'art. Mélenchon très apaisé par rapport à ce qu'on peut connaître du personnage, et in fine sur les réseaux sociaux, ça déballe énormément de haine. Il y a des télégrammes et des discords, donc des chaînes de messagerie d'insoumis, et probablement les insoumis les plus militants ou les plus anarchistes qui se déversent leur haine sur moi. Je reçois des menaces de mort, ça va très très loin. Et in fine, je me pose cette question que tu viens de te poser, qui est est-ce que j'aurais pu leur plaire ? Je n'ai absolument rien dit. Je ne suis pas allé à l'encontre même de leur figure politique que représente Mélenchon. Simplement, il déteste tout ce que je représente, c'est-à-dire un mec... Qui est-ce ? De retour après ce court intermède, tu nous disais donc qu'en effet, tu incarnes tout ce que Mélenchon dénonce. Et ça t'a pas dégoûté un peu de... Tu vois, des plateaux, télé, radio et tout. Moi, il y a un truc où... toujours vouloir donner l'image de toi qu'ils ont envie que tu sois, alors que tu ne l'es pas, genre. Ouais. Ça fait pas avancer le débat, je trouve. En fait, c'est pour ça que tu vois, les Natou, les Cyprien, les premiers vrais pionniers de YouTube, ils sont allés une fois chez Ardisson, une fois chez Ruquier, ils se sont fait démonter. Les mecs, ils sont jamais Ouais, c'est vrai. Et en fait,
soit on peut être d'accord avec ça et se dire ok, très bien, accentuons le clivage générationnel, les vieux restent sur la télé, les boomers restent sur la télé et les jeunes c'est sur internet. Sur internet on a le droit de couper, on sait, etc. Même si tu vois, genre je me rends compte qu'il y a un truc que je raconte dans ce podcast, ça va pas, je t'appelle, je te fais bon écoute Louise, machin. Il y a une forme de liberté par rapport à ça, de confiance, parce qu'aussi c'est pas des énormes industries du divertissement. Et d'un autre côté, moi j'aime bien l'exercice et je trouve que les mecs qui arrivent à faire du plateau d'information, tu vois, les BFM, les CNews, les machins, putain, les mecs qui arrivent à défendre un point de vue et à débattre là-dessus, alors que c'est du direct, c'est des monstres quand même. Ouais, c'est clair. C'est très bon. Ouais, non, franchement, j'avoue que c'est ça qui me fait peur avec le live pas mal. Et j'admire même les gens sur Twitch pour ça, quoi. Ouais. C'est que t'as pas le droit ça. À la seconde chance, quoi. Exact. C'est écoute, deux mondes très différents. C'est un bon exercice. Ouais. Et ça m'intéresse de savoir, parce qu'en plus, on parlait d'entrepreneuriat avant et je voulais rebondir dessus, mais quand est-ce que t'es venue l'idée d'un télo telle qu'elle est aujourd'hui? Ouais. Parce que du coup, tu arrives à Paris, tu sais pas trop ce que tu fais, tu reprends la création de contenu, mais là, on va passer. Donc, tu as vraiment créé un média. Et comment s'est fait un peu cette épiphanie? Alors, du coup, c'est ça, parce que Intello, je l'ai pas nécessairement dit au début, mais c'est ma boîte. Donc, Intello comme un Intello. À la fois parce qu'on a cette prétention-là, un petit peu voilà, on était les gamins un peu insultés d'Intello au bahut. Et puis, d'un autre côté, aussi parce qu'on veut faire de l'information racontée. Donc, si vous êtes anglophone, ça fait Intello. Bon, bref, ça fonctionne un petit peu. On va dire, il faut me rassurer sur ça. Ouais, t'inquiète. Moi, non, mais je trouve que c'est facile à retenir en plus. Ouais, tu vois, il y a un moment où il faut aussi que ça soit straight to the point, comme on disait, quoi. Voilà. Et donc, non, en fait, il n'y a pas de grosse réflexion derrière Intello. C'est juste, moi, depuis que je suis gamin, j'ai des grosses influences. Casey Neistat, Bo Burnham, enfin d'autres, en tout cas des créateurs dans l'âme et qui sont des storytellers de ouf, donc ce qu'on appellerait des narrateurs ou des bons raconteurs en français. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on fait les anglicismes. Storyteller, ça claque comme elle, beaucoup plus que raconteur. Voilà. Et puis cette volonté aussi de m'associer avec des gens qui sont bien meilleurs que moi sur certains skills. Moi, je pense que je suis bon en montage et je suis bon en j'aime bien parler. Voilà. Bon, et j'ai une bonne vision créative sur les trucs. Ça, c'est mes forces. Par contre, en écriture et en recherche, je suis pété. J'ai pas du tout la formation. Du coup, je bosse avec plein de gens de Sciences Po, qui sont très très bons, qui ont cette rigueur-là que moi j'ai pas du tout. C'est un enfer. Je bosse avec des musiciens qui me font des musiques, c'est génial. On fait des sessions d'enregistrement, c'est dingue. Je bosse avec des graphistes, une graphiste particulièrement, c'est Alice, non ? Non, Mia. Non, Mia, ok. Et donc, eux, c'est plus de la freelance, tu vois, autour. Et puis, il y a aussi, six personnes, dont moi, donc en fait 5, qui bossent à temps plein autour des projets. Et ça, c'est un truc, je te disais juste avant le podcast, n'en parlons pas, parce qu'on en a parlé avec ta copine il y a quelques temps, et je trouvais que c'était un point intéressant à aborder là dans la conversation, parce que du coup, je lui disais, putain, c'est vrai que c'est... Non, elle me disait, je crois qu'elle me demandait si jamais... j'avais levé des fonds, moi, tu vois, pour mes projets et tout. Je disais non, pas du tout. Et fondamentalement, ça m'est vraiment pas venu à l'esprit parce que, je sais pas, je me suis dit que c'était pas nécessaire, que moi, c'était pas des boîtes de cette envergure-là, que... Enfin voilà, moi, je préfère faire mes projets. Et puis bon, j'avais la chance de pouvoir m'être lancée en parallèle de mes études, donc c'est pas grave si je rapportais pas d'argent tout de suite. Et puis après, au final, des opportunités se sont présentées au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, je me suis dit, j'ai une ambition... il faut les moyens pour la réaliser, donc je vais me financer pour pouvoir donner vie à cette ambition. Et en fait, c'est exactement ce que tu as fait. Et en fait, on se disait que Victoria, c'est dingue, en fait, parce qu'elle me disait, mais je te comprends. Et on a quand même remarqué cette différence pas mal entre des femmes et des hommes, où les hommes, vous allez beaucoup plus, peut-être... ressentir ce que vous pouvez valoir, ou en tout cas accepter, tu vois, le côté ok, pour l'instant j'ai rien, mais en fait je sais ce que je veux faire, donc go être financé, et comme ça on peut donner vie à notre vision. Quand j'avoue, alors que bon, je pense que les gens qui m'écoutent savent que j'ai aucun problème avec l'ambition, le pouvoir, etc., mais c'est tellement un conditionnement que vraiment à aucun moment je me suis dit j'ai envie d'aller aussi loin, donc allez go chercher les moyens pour y arriver. Alors oui. Et alors là-dessus, je te rejoins totalement et j'embarque à 200% sur ta vision du fait que
On ne dit pas aux petits garçons la même chose. On donne pas, et moi particulièrement dans ma campagne natale, c'était vraiment, ma sœur n'a pas eu la même éducation que moi, j'en suis conscient, au même titre que mon oncle n'a pas eu la même éducation que ma mère. En revanche, je pense que c'est aussi hyper inhérent à deux choses. Un, c'est le fait que j'ai vraiment eu cette dynamique très ricaine dans mon éducation, parce que mes parents, du coup, je suis je suis pas du tout proche de mes parents. Et je me suis très vite rapproché en fait, de ma famille d'accueil aux US. Et j'ai vraiment embarqué dans cette vision de everything is possible, do what you can, Et ça m'a... Et donc, par rapport à... Et puis, la deuxième chose, c'est très inhérent aussi au fait de ma formation, qui est une école de commerce, où je me suis formé aussi beaucoup à la finance. Et il y a cette histoire où je me dis... En fait, ça permet aujourd'hui de réaliser... Ma levée de fonds, en aucun cas, ne garantit que mon projet est meilleur qu'un autre. C'est... Parce que du coup, pour expliquer... C'est vrai que c'est ça. En fait, j'en ai pas expliqué. Non. J'ai levé du coup des fonds auprès de Xavier Niel, enfin son fonds d'investissement. Je crois, en fait, on a vérifié, donc on m'a confirmé que normalement c'était bon, que c'est la première fois qu'un youtubeur français lève des fonds auprès d'un fonds privé. En France, on est saucé par le CNC ou des organes publics de la subvention publique. Il y a Hugo Travers qui avait levé aussi auprès de Google News Initiative, mais c'était à moitié, enfin en tout cas c'était un peu moins évident que ça. Et cette levée de fonds, aujourd'hui, elle ne me permet pas de vivre pendant 10 ans. En revanche, elle me permet d'anticiper des problèmes de trésorerie que je pourrais avoir à très court terme pour anticiper certains projets. Donc, en gros, elle me permet d'accélérer ma croissance sur les réseaux sociaux, mais en aucun cas, elle me permettrait de tenir pendant 2 ans, tu vois, et de payer mes équipes. Donc, il y a cette capacité avec la levée de fonds, d'un point de vue très start-up, de pouvoir anticiper un risque et de prendre un risque, mais voilà, mais ça résout pas tout non plus. Non, c'est clair, ça résout pas tout, mais c'est vrai que c'est en fait. Ne serait-ce que d'y penser, de savoir que c'est une option, de connaître les codes. Enfin, tu vois, je me dis, il y a plein de gens qui doivent nous écouter, qui doivent se dire, putain, mais c'est quand même un vrai truc de privilégié, quoi, de lever des fonds. Et ça l'est d'un côté. Enfin, voilà, il faut avoir été initié à ça et biberonné dans les bonnes écoles. Ouais, c'est ça. Et puis avoir des personnes qui nous en ont parlé. Et je me demande comment ça peut être plus facilement accessible. Moi, je sais que j'ai des projets cool qui arrivent avec des grosses boîtes et qui m'ont justement contacté pour que je puisse soutenir des projets qui puisse financer, etc. Parce que c'est vrai que la chance qu'on a quand on a une voix sur les réseaux sociaux, c'est qu'on touche pas mal de gens. Et donc des gens qui n'ont pas du tout conscience qu'ils peuvent taper à la porte de fonds d'investissement et demander à être accompagnés. Mais tu vois, je sais pas comment répartir cette inégalité de l'information, quoi, cette asymétrie de l'information. Tu le fais très bien aujourd'hui avec InPower. Hein. Ça fait partie... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, en parlant d'entrepreneuriat sur ta chaîne YouTube, mine de rien, tu inities une certaine audience à qui on n'aurait peut-être jamais parlé d'entrepreneuriat. Et autant, moi j'adhère pas nécessairement à tout ce qu'a fait Emmanuel Macron au cours de son mandat, autant ce côté très Startup Nation, on peut s'en moquer parce qu'il y a plein de clichés, notamment les anglicismes, on en parlait au début du podcast, c'est un enfer. Mais d'un autre côté, moi j'adhère beaucoup à cette vision de dire aux jeunes de France, allez-y, particulièrement cette période de sortie de crise, lancez-vous, prenez un risque, faites un projet. Et en fait, bizarrement, dans cette période d'incertitude, être entrepreneur, j'ai démarré ma boîte en janvier, j'ai levé en mai, c'est ça, mi-mai. Et en fait, sur cette période-là, ça a été la période, au même moment, tous mes potes, leur stage était annulé, leur truc allait pas bien, etc. Leur cours était en visio, ils avaient aucune visibilité sur le long terme, exactement comme un entrepreneur, et c'est au final des valeurs très entrepreneuriales et des skills très très entrepreneuriaux. Et du coup, moi j'adhère pas mal à ce truc-là et à motiver et à aussi éduquer, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait il y a le gros côté. En fait, c'est juste que je me dis, j'essaie vraiment, et ça c'est un travail de déconstruction de long terme, et je pense que je gagnerais à échanger de plus en plus avec des personnes, de milieux très différents, qui peuvent aussi nous partager leur vision des choses, mais je me dis, c'est vrai que quand tu as un filet de sécurité qui est ton diplôme, qui est peut-être une famille qui a de quoi t'aider, c'est quand même vachement plus facile que quand t'es quelqu'un qui n'a aucun filet de sécurité. Ouais. Et d'un autre côté, pour avoir quand même échangé avec des personnes qui sont parties vraiment de pas grand-chose, des milieux très modestes, ils me disent, ouais, mais au moins, nous, on n'avait pas d'autre choix que de réussir. Tu vois, il y a un côté où... au moment où tu te lances et tu mets tout dedans, tu lâches pas l'affaire,
tant que t'es pas certain que ton truc peut aboutir à quelque chose, quoi. Mais tu vois, par rapport à ça, moi, je me retrouve aussi là-dedans. Parce que moi, j'ai une famille, du coup, je parle beaucoup du Nord, mais vas-y, d'une famille du Nord. Ouais. Et mon père a 6 frères et sœurs. Du coup, ils sont 7. Il y a énormément d'inégalités au sein de la même famille. Il y a des gens qui ont... tous sont très bien... Enfin, tous, je crois... Enfin, presque tous sont heureux. Et parfois, il y en a d'autres qui ont beaucoup d'argent, d'autres qui ont beaucoup moins d'argent, alors qu'ils sont partis avec exactement la même base familiale. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, mon papa a réussi sa vie, mais c'est pas non plus genre j'ai pris mon indépendance financière assez tôt, tu vois, pour justement libérer de ça. Et j'avais, par rapport à certains cousins ou cousines, ce truc de vas-y, moi ce soir, enfin j'ai pas 10 000 € sur mon compte en banque, quoi. Enfin mon père, il va pas me filer un chèque à la fin. C'est démerde yourself, vas-y. Et aujourd'hui, je vois avec ma sœur qui démarre un stage et puis qui est payée comme une stagiaire en France. Et c'est un peu la galère, tu vois. Je me dis, putain, il y avait aussi un peu de ça, tu vois, de se dire, pas go big or go home, mais vraiment, genre, à un moment donné, je peux compter que sur moi-même, quoi. Ouais. Fonce, mec. Ouais. Et du coup, ça donne une niaque et une envie de bosser, mais de se lever tous les matins, dingue. Ouais. De toute façon, de manière générale, même si dans tous les cas, c'est sûr, il y aura des gens qui ont des privilèges, d'autres qui en ont moins. Mais en fait, à partir du moment où tu sais ça, ça ne t'aide pas que de te le rappeler, quoi. Je pense que ce qui t'aide, c'est de te dire qu'à partir de maintenant, avec ce que tu as, avance jusqu'où tu peux avancer, jusqu'où tu as envie d'avancer, parce que c'est aussi un truc qui me fascine. Je sais pas si tu as regardé un peu les trucs par rapport à ça, mais j'essaie de plus en plus... c'est pas que j'essaye, mais j'entends de plus en plus de choses sur l'épigénétique et à quel point tu peux en fait modifier tes neurones pour te faire un programme neurologique. Donc okay. là j'ai peut-être perdu des gens, mais il y a vraiment il y a une science qui prouve aujourd'hui que de par ce que tu peux te dire, ce que tu peux écrire, ta façon de vivre, tu peux en fait reconstruire un peu ton programme neurologique pour que tes gènes avec lesquels tu es né pèsent moins que ceux que tu peux pas créer, mais en tout cas modifier. C'est hyper intéressant. C'est fou. Franchement, c'est fou. Et malheureusement, alors je sais pas si les personnes qui m'écoutent en connaissent en France. Si c'est le cas, écrivez-moi un message privé. Parce que moi, tous les gens que j'écoute à ce niveau-là, c'est les Américains, quoi. Donc pareil, pour partager l'information, après, c'est plus compliqué. Mais je trouve ça fascinant. Un mec qui disait notamment, je raconte ma life là, mais c'est pas grave. J'ai écouté un podcast... donc le mec est un neurologue, c'est ça, qui du coup a écrit un livre sur l'épigénétique. Et en gros, il disait, je savais que je voulais écrire un livre là-dessus, mais à chaque fois que je me mettais le matin, ça venait pas. Je me rendais compte que je procrastinais, que je finissais toujours par faire autre chose. Et à un moment, il s'est dit, MDR, autant appliquer ce que je veux écrire, c'est-à-dire comment on peut un peu se faire un programme neurologique à ce projet-là. Et il s'est vraiment conditionné en se disant que ça allait être, je crois qu'il dit fun, smooth and enrichissant, tu vois. Et bref, en gros, 3 adjectifs. Et en gros, à partir de là, le truc a vraiment déroulé. Et à un moment, il a écrit le dernier mot. Alors peut-être que c'est aussi un très bon storyteller, mais il disait, au moment où j'ai écrit le dernier mot, vraiment, j'ai pensé, putain, c'est dingue comme l'écriture de ce livre a été fun, smooth et rewarding, tu vois. Okay. Et vraiment, il avait l'air en tout cas hyper sincère. Et je me dis juste à quel point c'est fou comme ça, des outils, pareil, on n'est pas forcément au courant, mais qui peuvent faire une différence énorme dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans l'aboutissement de nos projets, qui mériteraient d'être plus connus du grand public, quoi. C'est clair. Je mettrai les notes du podcast Non, je mettrai la référence de ce podcast dans les notes, comme ça, certains d'entre vous pourront le retrouver si jamais vous voulez. Est-ce que toi, comme ça, tu te renseignes, je sais pas, un peu sur... ce qui peut te permettre de t'améliorer, de progresser, de devenir, tu vois, meilleur un peu chaque jour. Ouais. J'applique certains trucs un peu d'entrepreneur ricain, tu vois, un peu comme toi, je regarde pas mal ce qui se passe là-bas. Et puis, il y a aussi ce truc où, tu vois, typiquement, vas-y, 2 trucs, mais tu les connais, j'en suis sûr. C'est tu es la moyenne des 10 personnes que tu fréquentes. Ça, tu connaissais ? Ouais. Je crois que c'est même des 5 personnes qui nous entourent. 5 ? Ouais, mais bon. Laissons 10, ça fait quand même plus de marge. Mais en vrai... depuis que j'ai quitté du coup Montréal pour Paris, j'ai changé les 5 personnes qui m'entourent. Ouais. Et j'ai senti une vraie différence, même dans la manière dont je parle. J'ai un très très bon copain à moi
qui jouait de la guitare à la fin de la soirée. Oui. Qui est un vrai lettré, qui est superbement... Bref. Et je suis persuadé que par rapport au Québec, où en plus de ça, le nombre de mots dans la langue française est un peu plus limité, genre tu peux pas... Enfin, les vrais érudits parisiens, par rapport à l'érudit québécois, quand même un vocabulaire plus riche en France. C'est juste une pure réalité, tu vois. Aussi parce que eux parlent beaucoup anglais et mettent beaucoup d'anglicisme parfois dans leurs phrases. Et depuis que j'ai changé et que je traîne avec ce mec-là, bah vraiment, j'imprime, tu vois, certains mots. Je fais OK, d'accord, j'apprends des trucs, etc. Et c'est cool. Et c'est pas juste d'être un opportuniste ou quoi que ce soit. C'est juste de se dire, je vais essayer de m'inspirer au quotidien aussi à travers mes fréquentations. Ouais, non mais c'est vrai, je pense que ça, on n'en a pas assez conscience de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Et ça, je sais que c'est un truc où c'est parfois difficile, tu vois, d'accepter que des amis de longue date, au final, c'est OK, ils peuvent être hyper... Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut toujours garder les personnes avec qui on est très attaché, etc. Sauf si elles nous font du mal et que vraiment elles nous tirent vraiment vers le bas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que parfois il y a un peu un système de loyauté et de fidélité. On va rester amis avec des gens, on va continuer à les voir alors qu'ils ne nous apportent rien, mais en termes vraiment personnels, quoi. C'est même pas... au-delà de ce que tu disais, c'est-à-dire un enrichissement personnel, c'est même de la joie, de la bonne humeur. Enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai réalisé récemment que je voyais des amis un peu par obligation, mais que souvent, j'en ressortais un peu déprimée. Tu vois, que c'est des gens qui sont assez centrés sur eux-mêmes, qui racontent que leurs problèmes. Et tu vois, autant, bien sûr, faut être là pour nos amis qui ont des problèmes et les aider à en sortir. Autant quand c'est des personnes qui te font juste sentir mal. Voilà, je trouve qu'il y a un moment où faut aussi savoir réaliser qui sont en effet les personnes qui vous font du bien et celles qui nous en font pas, quoi. Après, je crois qu'il y a peut-être une petite précision à faire, je pense, aussi auprès de l'audience, tu vois, et qui peut être genre mal comprise, qui est, c'est pas nécessairement que des gens qui réussissent, je sais pas moi, followers sur Internet, moula dans le portefeuille, etc. Le mot moula me fait tellement rire. Surtout dans ma bouche. Mais ce truc-là de se dire, vas-y, il y a aussi des choses qui ne sont pas quantifiables, mais qui sont un système de valeurs, une gentillesse, des gens qui sont profondément bons. Moi, j'en ai dans mon entourage, et tu les regardes, j'ai certaines personnes, nouvelles fréquentations, qui pourraient me dire, non mais pourquoi tu traînes avec ce mec-là ? Moi, je dis, non, mais vous vous rendez pas compte, en fait, de la richesse intérieure de cette personne. Et donc, attention, il ne faut pas juste se dire, OK, ce mec-là a l'air d'avoir réussi, c'est cool, il va me tirer vers le haut, ou cette nana-là... C'est clair. Non, il y a aussi ce truc où, qu'est-ce que vaut vraiment... C'est clair. Non, mais moi, vraiment, ce que j'essaie de toujours me fier maintenant à cette notion un peu d'énergie, c'est après avoir vu quelqu'un, comment je me sens. Tu vois, vraiment, est-ce que... je me sens bien, j'ai partagé un moment, un bon moment, tu vois, j'ai envie de revoir la personne, je sens qu'elle m'apporte quelque chose, et comme tu dis, que ce soit quantifiable ou non, et des personnes où en fait tu te rends compte que c'était juste une obligation et que tu ne te sens pas d'arrêter de les voir, quoi. Et ça, je pense que il faut, même si c'est difficile, réussir à se défaire des on-dit, des je fais ça parce que sinon on va penser que... genre franchement non, faites ce qui vous fait sentir bien, genre life is too short, vraiment, et franchement c'est pas toujours évident, quoi. Non mais t'as raison, je te rejoins totalement là-dessus, sur ce fait de se dire vraiment la vie peut s'arrêter demain. Et d'ailleurs je pense que tu vois, genre je suis en train de préparer une vidéo où j'ai rencontré des jeunes de moins de 25 ans qui se sont bougés, et chez chacun d'entre eux il y a une espèce de momentum, un truc très précis qui est, comme on dirait, allez, dernier anglicisme, life changing, tu vois, et ce truc de dire... Je parierais pas que ce soit le dernier, moi. Mais et vraiment, et les mecs ou les filles que j'interroge ont tous un moment eu un espèce de déclencheur, et qui est, voilà, la vie est courte, j'ai un proche qui a disparu, j'ai un truc, un machin, il m'est arrivé une merde, et de se dire, ok, maintenant c'est bon, genre, on arrête de procrastiner, à la fin de la journée, il faut que je sois content d'avoir... Moi, je fonctionne beaucoup comme ça aussi, tu vois, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai fait ça, j'ai amélioré ma condition pour tac, ou alors j'ai amélioré la condition de quelqu'un d'autre pour telle ou telle raison. Et là, c'est ça les achievements. Ouais, c'est ça qui te drive au quotidien. On va arrêter là. Là, ça va être imblairable. Non. Donc ouais, toi, ce qui te motive, c'est de te dire, j'ai pu faire quelque chose aujourd'hui qui a du sens. Voilà, absolument. La quête de sens constante.
constante. Et t'arrives à ne pas culpabiliser quand c'est pas le cas, parce que tu vois, pareil, les gens qui nous écoutent peuvent se dire, enfin, si merde, mais moi, il y a des journées où, genre, j'ai absolument pas progressé dans ça et j'ai malheureusement peut-être rien apporté dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que c'est une journée gâchée, tu vois. Non, mais je sais. Et en fait, le truc, c'est que je sais que t'as parlé de ça, en fait, assez récemment, je crois, sur le fait de se dire, vas-y, c'est ok, juste. Tu vois, c'est ok de juste rien faire avec ça. Mais bon, enfin, je dis. Mais en fait, genre, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Dans la théorie. Parce que je regarde vraiment, je regarde certaines de tes vidéos sur ces sujets-là qui m'intéressent profondément. Merci. Et tu vois, qui est pas du tout, enfin, pour le coup, enfin, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et sur cette partie-là, genre, j'entends et je suis d'accord avec ce que tu dis et je suis incapable de m'appliquer ce conseil moi. Incapable. Non, mais après, moi, c'est pas facile non plus. Hein. C'est de lire des choses sur le sujet, de rencontrer ou voilà, voir le travail d'autres créatrices qui en parlent et qui me fait réaliser que fondamentalement, c'est vrai. Et après, je pense qu'il faut pas non plus se battre parce que nous, on aime faire des choses, tu vois. Moi, généralement, je vais pas me forcer à bronzer 3 heures à la plage cet été alors que je m'en ai envie de faire un truc, tu vois. Mais c'est encore une fois réussir à accepter que ce qu'on vend comme étant la réussite ou ce qu'on vend comme étant l'épanouissement ne sera pas pareil pour chacun et chacune d'entre nous. Bien sûr. Et ce qui est difficile, je trouve, à l'heure des réseaux sociaux où on va vachement fantasmer la vie de quelqu'un en se disant elle a l'air de tout avoir, il a l'air d'être tellement heureux, alors que fondamentalement, si vous aviez la même vie, vous seriez hyper malheureux, quoi. Mais alors, et là-dessus, tu vois, c'est peut-être un truc paradoxal et je sais pas si tu en as rencontré beaucoup mais moi, je ne suis plus sur Facebook et je crois que je vais partir d'Instagram très bientôt. Je vais garder mes réseaux, mais je ferai en sorte que ce soit des canaux de diffusion pour mes créations, très bien. Et par contre, je ne m'inflige plus en tant que consommateur des stories, de la FOMO et tout ça. Parce que ça me détruit au quotidien et je suis hyper vulnérable là-dessus et tu vois, j'ai aucun tabou pour le dire. Ah, c'est dingue, ouais, drastique, quoi. Tu veux vraiment j'ai dégagé Facebook, ne plus suivre personne. J'ai dégagé Facebook juste après la fin de mon école. Parce que, en fait, c'est horrible. Quand t'es en école, c'est clair, à base de groupes de promo et tout. Mais ça, c'est un problème. Mais déjà, je sais pas pourquoi. Les écoles devraient dire, écoute, nous, on crée nos plateformes pour faire en sorte que nos étudiants n'aient pas à avoir et à subir déjà la traque des données, parce que c'est affreux, et aussi tout le côté psychologique qu'il y a autour des plateformes. Et du coup, j'ai dégagé Facebook à ce moment-là. Là, progressivement, j'essaye de quitter Instagram. C'est-à-dire que j'ai un compte, mon compte Gaspard G, du coup, qui est alimenté et avec mon équipe, tu vois, avec des créations dont je suis l'auteur. Mais par contre, je ne m'inflige pas. J'adore créer. Et je ne m'inflige pas les soirées des autres, les trucs, les machins, parce que et les trucs à la plage. Ouais. En plein mois de juillet, moi, je suis à Paris. Et du coup, non, ça, je veux profondément m'en aller et je pense que je serai un parent hyper strict et c'est pour ça que j'écris là-dessus en ce moment. Mais vraiment... J'adore, le mec se projette déjà des enfants qu'il n'a pas, genre. Moi, ils n'auront pas de réseaux sociaux. Non, mais tu vois, genre, il y a plein de pontes de la Silicon Valley qui sont en mode aussi. Genre, les outils qu'on construit sont hyper toxiques en fait. Ouais, donc en fait, je suis partagée à ce niveau-là parce que t'as totalement raison. Il y a un côté santé mentale. Je me suis vraiment fait violence pour pas dire mental health. On apprécie l'effort. C'est très québécois, je trouve, du coup, de dire santé mentale, oui, et puis surtout, je trouve que ça fait très psychiatrie, avec toute la connotation française péjorative qui est associée à ce terme, qui n'a aucun problème en soi, mais qui fait très, bon, bref, mais c'est le terme, où il y a un côté assez nocif là-dessus, et d'un autre côté, franchement, moi, ce serait mentir que de dire que les réseaux sociaux ne m'ont pas apporté énormément. Moi, tout mon éveil féministe, acceptation de soi, body positive, remise en question, privilège, déconstruction, franchement, vient des réseaux sociaux. Oui. Tu vois, et je me dis, putain, si je me prive de... Enfin, même si aujourd'hui j'ai fait un petit bout de chemin et que voilà, il y a des côtés plus sombres, j'ai envie de continuer à apprendre et c'est vrai que ça reste aujourd'hui hyper accessible de par les réseaux sociaux. Après, pour moi, il faut juste choisir qui on suit. C'est pour ça que moi, je ne suis absolument aucune nana qui me fout le seum sur les réseaux sociaux, tu vois. Sinon, je me sens pas bien. Non, mais t'as raison. Et c'est probablement la première étape, en fait. Après, je pense, tu vois, j'aimerais reconsommer les réseaux sociaux comme un loisir, comme une volonté profonde qui vient de moi de me dire, je vais aller suivre... My Better Self. Vox, My Better Self, parce que elle m'apprend quelque chose, parce que cette société de journalistique m'apprend quelque chose. Ou alors se dire aussi, et ça c'est un truc, c'est du coup
Je pense que tu vois, il y a plein de personnes, et moi le premier, j'essaye de m'éduquer et tout à fond sur le féminisme et sur plein de choses hyper sociétales aujourd'hui. Mais typiquement, j'ai jamais ouvert un bouquin de Simone Veil. Et je fais, bah ok, mais en fait, j'aurais pu y aller et j'y suis pas allé. Et c'est pas parce que je pense que tu peux t'éveiller aussi à travers autre chose qu'un feed Insta, etc. Et pour autant, je suis aussi hyper reconnaissant comme toi de tout ce que m'a permis les réseaux sociaux dans ma carrière. Donc c'est... Ouais, c'est un dilemme, hein, mais je pense que les personnes qui nous écoutent ont sûrement la même chose. Hein. Ouais. Moi, je pense à une amie, si elle écoute ce podcast, qui fait un peu que supprime Instagram, puis réinstaller, supprime Instagram, réinstaller. Et puis je la comprends parce que c'est une schizophrénie de putain, ça me fait sentir mal. D'un autre côté, je suis un peu addict et il y a des choses cool, mais d'un autre côté, ça me fait vraiment sentir mal. Donc franchement, faut laisser le libre choix, le libre arbitre de chacun. Ma solution perso, c'est plutôt juste de suivre des personnes qui m'inspirent. Qui m'apporte plus de positif que de négatif en fait. C'est un peu une équation que je fais. C'est quelque chose de très équilibré. Ouais. Et puis j'ai aussi, je pense, cette chance de moi pas me perdre 3 heures sur les réseaux sociaux quoi. J'arrive à... T'as une vraie... Ouais, bah en fait je m'impose rien du tout quoi. C'est juste j'y vais matin, midi, soir. Tu vois, il y a juste les stories, c'est vrai que ça prend du temps. Et j'y vais un peu que pour ça en fait. Hein. J'y vais un peu que pour poster moi les réseaux. Voilà, le soir je regarde juste les personnes qui m'intéressent et puis c'est tout quoi. Pour le coup, le fait d'avoir renoué avec la lecture, qui était une de mes envies de 2021, parce que je voulais faire plus de ce qui me rend heureuse, et de facto, ça m'a permis de passer moins de temps sur mon tel. Et c'est pas, tu vois, un truc genre où je me suis dit, ok, les gourous disent qu'il faut lire le matin et le soir, donc je vais lire le matin et le soir. C'est juste qu'en fait, j'adore lire des romans et que j'en lisais plus trop parce que y a toujours du taf à faire pour le coup quand tu travailles pour toi. Et franchement, ça me fait beaucoup de bien. Parce que c'est te rappeler que... que voilà, le fait d'avoir peur de rater des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, en fait, ça peut te permettre de t'évader en lisant un livre qui parle totalement d'autre chose. En fait, moi, je me rends compte que, encore une fois, si je me fie à mon ressenti, je me sens mieux après avoir lu 50 pages, tu vois, d'un roman hyper passionnant que d'avoir passé 1 heure sur les réseaux où je passais à travers plein d'émotions. Entre trop bien, trop nul, trop bien, trop nul, tu vois. Donc, c'est identifier peut-être ça, quoi. Qu'est-ce qu'il faut en vrai ? Ouais. Comment tu imagines ta prochaine année ? Est-ce que tu as réfléchi un peu ou tu veux y aller en mode YOLO ? Si, en vrai, il y a quand même un truc, il y a une échéance, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu accélérer mes projets. C'est que je suis un féru, un passionné de politique, et il y a une échéance qui est la présidentielle en 2022 que j'ai envie de couvrir. Et depuis tout petit, j'ai envie d'être journaliste. Je ne sais pas aujourd'hui si je le suis, mais en tout cas, je suis un relais journalistique, j'essaye de l'être, à travers mes créations. Et donc on essaye de raconter l'actualité, on va essayer de raconter cette campagne qui promet d'être extraordinaire aussi parce qu'elle va être très condensée, parce qu'elle a commencé beaucoup plus tard à cause du manque de meetings et du manque de rassemblement de Covid. Ouais. Mais c'est vrai que là il y a un an top chrono quoi. Et voilà, c'est ça, exactement. Donc là les équipes sont au taquet, je fais bien charbonner tout le monde, mais c'est pour le bien, tu vois, c'est pour qu'on soit vraiment prêt. Et à partir de septembre, ça va, enfin même déjà maintenant, tu vois, on essaye de couvrir un peu. Donc ça va être ça, et ça va être passionnant, j'ai trop hâte. Trop cool, c'est clair que si jamais c'est un jeu qui te passionne, là c'est l'année tous les 5 ans où il faut... C'est clair. où faut à fond, vivre ça à fond. J'espère que la situation actuelle fait que vous aurez quand même des possibilités de couvrir... Même un meeting, tout ça, ouais, c'est clair. J'y crois, je fais partie des positifs, parce que je suis quelqu'un de positif, mais... écoute, j'espère que l'avenir te donnera raison. Ouais, est-ce que tu as une conscience de comment tu souhaites progresser ? On en a parlé un petit peu, mais j'aime bien poser cette question à mes invités pour savoir si c'est quelque chose... Une conscience, tu peux expliquer ? En fait, c'est est-ce que tu as cette envie de progresser ? Et si oui, maintenant que tu as terminé les cours, parce que mine de rien, la formation te permet, tu vois, de continuer à apprendre. Là. Comment est-ce que tu arrives à continuer à progresser ? Alors déjà, je me place toujours... Je pense que c'est une force, c'est que je me considère, et à la fois j'ai une certaine aisance à l'oral parce que je parle, parce que j'ai fait du théâtre, etc. et j'adore ça. Et à la fois, je suis quelqu'un qui a très très peu confiance en lui et qui doute énormément. Et donc du coup, j'essaye de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Donc ça, c'est déjà la première chose, ma première résolution depuis, ça fait 5 ou 6 ans que j'en ai un peu conscience. J'essaye constamment, je suis admiratif. J'ai envie d'être avec des gens qui me font progresser, surtout, tu vois, humainement, en production vidéo, en tel truc, en musique. Et de l'autre,
j'essaye aussi de continuer à suivre des formations. Là, j'aimerais beaucoup m'inscrire au cours Florent du soir parce que j'aimerais juste devenir un meilleur orateur. J'ai envie d'apprendre le piano, j'ai envie de faire plein de trucs très artistiques aussi et des trucs qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de faire, que j'ai pas eu l'occasion de faire dans ma formation personnelle aussi parce que c'était pas encouragé dans ma famille et du coup j'ai envie de m'éduquer sur ces trucs-là. Ouais. C'est cool et je trouve ça cool que tu le dises et que ça va peut-être faire réaliser à des gens qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Parce que tu vois, c'est con, mais moi aussi j'aurais envie d'apprendre le piano, mais je me dis un peu c'est trop tard. MDR quoi. Ouais. Louise, t'as 23 ans. Moi, j'ai un copain qui m'a dit un truc horrible, il m'a dit tu peux pas devenir une bête en piano si t'as plus de 20 ans parce que ton cerveau commence déjà à rétrécir ou je sais pas quoi, enfin un truc affreux. J'étais en mode genre c'est toi mec. Non, épigénétique. Voilà. Non mais je pense qu'il y a clairement pas d'âge et c'est en plus je trouve ça trop cool tout au cours de sa vie de se dire encore une fois qu'on peut continuer à apprendre des nouvelles compétences et des choses qui nous rendent heureuses. J'ai 2 petites dernières questions pour toi Gaspard. Vas-y. Si tu aimerais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait? Alors, fun fact, je t'aurais dit Raphaël Glucksmann il y a encore 3 jours. Ah, tu sais. Si tu n'avais pas encore écouté l'épisode, il sera juste ici. Une personne, ça va pas être vraiment sur le fond, mais au contraire, ça va être sur la forme. Moi, c'est mon idole radiophonique. Je sais pas si ça te parle ou pas, mais Édouard Baird. Oui, tout à fait. Moi, j'adore sa poésie. Il y a un peu de mouvement derrière la caméra, quelqu'un qui a l'air très, très emballé par le fait. Ok. Ah oui, écoute Clément, on va essayer de faire advenir cela. Non, Édouard Baird, dingue. Il te parle, tu retireras peut-être pas beaucoup de fond, mais par contre, de la poésie en voiture, voilà. C'est vrai que ça serait un profil hyper intéressant et que je n'ai pas encore eu sur InPower, donc voilà. Merci de la recommandation. Et la dernière question, tu la connais peut-être. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? J'aurais tellement dû réfléchir à ça. Non, c'est bien que ça soit spontané. Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est d'essayer d'ignorer la peur, même si elle est humaine et qu'elle fait partie de chacun de nous, et juste de se lancer dans le vide et se dire allez, je suis quelqu'un de très positif et moi, c'est du coup ma devise. Des choses forcément bonnes vont arriver. Je vais me prendre des murs, mais ça va être positif in fine et ça rebondit aussi sur ce que tu as dit dans ce podcast. Juste sauter dans le vide et y aller avec confiance. Génial. Écoute, merci beaucoup Gaspard. Merci Louise. Pour cet épisode hyper enrichissant, je n'ai pas vu le temps passer. Clément m'a montré 1 heure il y a quelques temps, j'étais là, quoi? Donc ce podcast durera plus d'1 heure. Merci aux vrais qui sont encore là et qui veulent peut-être en savoir plus sur ce que tu fais, ou est-ce que tu veux qu'on les redirige? En ce moment, je dirais sur Insta. On essaye de raconter l'actualité et les grands sujets d'actualité avec des formats hyper innovants, toujours de nouveaux formats en vidéo. Donc voilà, sur Insta. Ok, @GasparG, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et bien, je te dis à très vite. À très vite. Au revoir Gaspard.